Je l'aime RTS du temps, fin des roues. Pourrait détruire tout ce qui verra, n'a qu'à oublier l'espace, ne sait pas pour construire, Je l'aime à mourir. Ils ont été battus par Lyon hier. Malherbe. 1-0, ils ont perdu. Tu vois? J'ai eu un week-end désastreux. Je suis pas sortie du week-end. J'ai resté couché. Je suis levée à 15h et je suis levée je sais pas quelle heure. J'avais rien à faire, je suis restée couché. J'ai pas mangé non plus. J'ai pas le temps de manger. Hier, je sais pas que j'ai mangé, je sais pas quoi là, j'ai pas mangé grand chose. J'ai pas mangé grand chose. Les fruits, il faut que je les mange. Et toi, qui c'est qui t'a fait venir à l'espace en fait? Moi, en fait, je suis venue parce que je suis allée voir une dame qui était en fauteuil roulant pour me faire trouver un travail. Et en fait, comme je lui ai dit que j'étais toute seule, elle m'a dit bah, venez voir à l'espace, ça pourra vous plaire. Et puis bah, j'ai découvert Julien et l'espace et depuis bah, ça fait 4 ans et je suis pas repartie. Ça m'évoque pas mal de problèmes parce que j'ai des problèmes d'identité et j'ai des problèmes de contact et bien souvent je suis ici mais je reviens à la charge parce que c'est un lieu nécessaire pour moi. Et par rapport à ce que tu disais, Jean-Yves, je pense qu'en effet, ce lieu, c'est un espace pour toi qui est important. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour quelque part le travail que tu fais sur toi-même pour continuer à être debout en fait. Et à pas te laisser envahir par cette maladie que tu peux avoir. Et voilà, moi je suis pas médecin, mais moi je te vis en tant que personne. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Jean-Yves, je peux te le dire vraiment. Et moi, de connaître ce lieu, ça m'a permis d'avoir enfin trouvé mon équilibre. Chose que je recherchais depuis longtemps, mon équilibre à l'intérieur là et puis là aussi. Oui, Valentin, je peux te voir là 2 minutes, je te sonne. Donc je propose qu'on parte de ce document élaboré par Mariette, qui rend bien compte des différents mots-clés que vous avez utilisés en fait lors des séances et qui qui constituent une base, en tout cas pour aujourd'hui, pour nous permettre peut-être d'identifier les professionnels et les institutionnels que vous allez pouvoir aller rencontrer pour envisager de les interviewer sur la question là de la prévention. Donc voilà, je ne sais pas qui veut commencer, qui a des idées. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu es sur Curatel et que tu vas aller dans un appartement, des trucs comme ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si je trouve une maison, tu as le bailleur qui va dire vous payez comment, vous êtes, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous touchez quelque chose? Ce qui va dire le bailleur, eh ben, je préfère donner la maison à des gens qui travaillent qu'à donner à des gens qui touchent la MDPH ou qui touchent le RSA. C'est scandaleux qu'on laisse les gens qui sont dans la MDPH ou dans le RSA pour avoir un logement, pour avoir ceci, pour avoir cela. Par contre, les gens qui ont un salaire et tout, eh ben, eux, ils ont le droit d'avoir un appartement ou avoir une maison. Je trouve, comme je te l'ai dit le dernier coup de nid, je suis scandalisée. Est-ce que c'est notre faute? Je suis désolée. Est-ce que c'est notre faute si on est handicapé? Non, je suis désolée. On a le droit d'avoir un appartement, on a le droit d'avoir une maison. Bien sûr. Moi, je dépends de Bonafé. La toute première fois que j'arrive à Bonafé, on me met 40 gouttes de Clopixol dans la gueule. J'arrive dans la chambre, en pleine nuit, je me prends les murs dans la tête. Je prends la porte d'échec pour la porte de ma chambre. Oh bah ça, t'es dans le cotard, tu sais plus. Alors, le lendemain, j'arrive au déjeuner.
je vais vous dire mon âge, j'ai 40 ans. Je crois qu'à 40 ans, je suis capable de tartiner ma tartine facilement, sans qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Eh ben, c'était obligé qu'il y avait quelqu'un derrière moi parce que j'étais sédaté, ce qu'on appelle. Donc ça veut dire que je piquais du nez. J'ouvrais les yeux, je les refermais, j'ouvrais les yeux, je les refermais, j'ouvrais les yeux, je les refermais. Et j'ai failli péter un plomb dans la salle. On me dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bah, j'arrive pas à tartiner ma tartine, sauf que mon beurre était sur ma tartine, j'arrivais pas à tartiner ma tartine, je piquais du nez. Donc moi, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Il y a des psychiatres et des psychologues, plus des psychiatres que les psychologues, je dirais bien, entre guillemets, qui vous connaissent pas, mais qui vous prescrivent des médicaments et qu'ils ont même pas testé sur eux-mêmes, et qui les font tester sur des gens qui vont en hôpital psychiatrique. Dès le début, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était un projet pas commun déjà, que ça se faisait la première fois que j'entendais parler de recherche-action. Moi, au départ, j'étais pas vraiment favorable parce qu'on ne connaissait pas tout ça. Moi, j'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était intéressant que les usagers puissent au moins parler de leur vécu, de ce qui est le problème dans la société quand on est en souffrance psychique, quoi. Donc l'originalité du projet, c'est bien effectivement de mettre les usagers en position de chercheurs. Mais il y avait vraiment là une difficulté liée à l'étude de faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que ça allait être possible ? Entrer dans le processus qui consiste à prendre des médicaments, à aller voir des psychiatres les uns après les autres, de constater qu'ils ont la plupart rien à foutre de ce qu'on leur raconte, puisque d'une séance à l'autre, il nous faut répéter exactement la même chose. Ou alors on est d'un côté du bureau et ils sont de l'autre côté. C'est vrai, c'est marrant d'être filmé quand même, c'est assez libérateur. Et oui, parce que par exemple, voilà, mais je ne vais pas digresser non plus, mais si on tombe sur des gens intelligents, qui font bien leur travail, etc., et on n'a pas de raison d'entrer en psy. Moi, les hôpitaux psychiatriques que j'ai fréquentés, j'ai vu très rarement, très peu de vrais fous. Parce qu'en fait, je suis rentré dans un processus. Dans mon expérience personnelle, je suis rentré dans un processus dans lequel je n'aurais jamais dû rentrer. Et quoi qu'il en soit, on peut éviter à des gens de rentrer dans ce processus. Parce que c'est un rouleau compresseur, la psychiatrie. Pourquoi il y a une association internationale qui s'appelle les survivants de la psychiatrie? Franchement, quand j'ai été hospitalisée, moi je les remercie énormément. Parce que vraiment, je pensais qu'au suicide et j'allais terminer comme ça, quoi. Donc moi je trouve qu'à l'hôpital de Pontarson, d'accord, on ouvre beaucoup de cachets et tout, au début c'est très dur. Petit à petit, j'ai eu affaire à un psychiatre pendant 3 mois qui a testé, bien sûr, les médicaments qui des fois m'empêchaient, j'étais complètement, j'avais les bras raides, c'était éprouvant, très long, on me piquait même sur les pieds, voilà, moi, grâce à eux, je m'en suis sortie. Ça bloque, c'est tout bloqué, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où ça va. Où vais-je? Ça coince, c'est tout coincé. J'ai l'impression d'être dans le sable, d'être dans la neige, dans le vide, dans le temps disparu. C'est ça. Je m'enfonce comme dans la nuit. Ça sert à ça, à quoi tout ça? Hein? Ça sert à quoi? Et je vais où?
devrait interviewer quel professionnel, ou quel institutionnel, ou quel élu, etc. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est peut-être, comme le disait Jeanne, il ne faut pas que ça interfère après sur le traitement ou les réponses qu'on va apporter à vos situations personnelles. Oui, préparer les questions, oui, je veux bien. D'accord. Mais aller les poser à des gens qui ont des statuts sociaux assez élevés, non. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est aussi les réactions que ça va susciter chez ces professionnels et ces institutionnels que d'être interviewés par des personnes qui sont écoutées usagères en santé mentale. Ah ouais. Et du coup... Vous croyez qu'ils vont... Enfin, moi, je sais pas, je demande. Moi, je pense pas qu'ils vont baisser leur garde, qu'ils vont baisser leur garde devant un simple adhérent ou une simple adhérente d'advocacy. Quand j'ai été hospitalisée à plusieurs endroits, ils ont fait circuler un questionnaire au niveau de tous les patients pour savoir justement comment le patient était accueilli, qu'est-ce qui leur convenait, qu'est-ce qui leur convenait pas. Donc ça, par contre, j'ai trouvé ça bien de le faire, quoi. Donc je me dis, eux, ils sont capables de nous poser des questionnaires, et je me dis, ben, pourquoi pas nous, oser les questionner. Exactement. Oui, fort bien, fort bien. Il ne faut pas que j'oublie, renvoie-moi un mail. Donc comment est née cette idée de recherche-action au départ? On nous l'a proposé et collectivement, ça a été un oui haut et fort de pouvoir y participer parce que ça répondait à la vraie difficulté de la personne en souffrance psychique, c'est de pouvoir prendre la parole. Et là, effectivement, dans cette recherche, on voit quand même apparaître des prises de parole de personnes qui avaient l'habitude de ne pas la prendre. C'est en fait une recherche-action de type collaborative qui s'inspire des Disability Studies et des recherches-actions dans le domaine des sciences de l'éducation. Les Disability Studies, en fait, qui sont très développées aux États-Unis et pas en France, et dans les pays anglo-saxons de manière générale, qui ont été inspirées par le mouvement des personnes confrontées à un handicap. Du coup, elles partent de l'idée que ce sont les personnes elles-mêmes concernées par le handicap qui doivent mener leur propre recherche. Donc c'est une recherche-action en sciences sociales qui a pour but d'étudier les difficultés de mise en œuvre de la Convention de l'ONU des personnes handicapées et plus précisément des personnes handicapées psychiques, les difficultés de prise en compte de leurs désirs et de leurs besoins en termes de vie autonome et de pleine citoyenneté par les décideurs publics. La recherche-action s'est caractérisée par une série de difficultés particulières qui se sont enchaînées. Et des difficultés, on pourrait dire, logiques. Parce qu'il n'y avait aucune raison que ça aille de soi que des usagers de groupes d'entraide mutuelle deviennent chercheurs et que tout se passe le plus normalement du monde, que les institutions acceptent d'être interrogées. Je suis usager aussi en santé mentale, c'est-à-dire j'ai des problèmes, je suis en situation de handicap psychique et ça me donne des difficultés d'expression, des difficultés de gérer mes émotions, des choses comme ça. On ne peut pas résumer 30 ans de psychiatrie en une seule phrase. Donc mon rôle dans le comité de suivi était d'être la personne usagée, l'experte sur la maladie mentale. Et c'était donc dans le but qu'il n'y ait pas que des chercheurs, sociologues. Autre type de difficulté, on voit aussi que les groupes n'ont pas fonctionné de la même manière localement, puisqu'il y en a qui n'ont pas réussi à démarrer, que d'autres ont eu des difficultés, alors que certains fonctionnaient très bien. Donc on a là aussi des déséquilibres qu'il a bien fallu gérer. Quelles sont les situations où vous vous êtes pas senti respecté dans votre droit, dans votre dignité, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le logement, que ce soit dans le rapport à la famille?
Quelles sont les situations où vous êtes senti freiné, empêché, entravé? Je vous laisse des petits post-it comme la dernière fois. Vous inscrivez sur vos post-it les situations, en quoi elles vous ont empêché. Des traitements inadaptés, alors faut de vous une larve, je dis bien une larve, donc j'ai failli mourir 2 fois, je vous dis quoi. Le manque de respect de la dignité, quand on se lève à 7h le matin et qu'il y a hommes et femmes nus dans le couloir, hein, je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus, quoi. Par contre, il y a des choses qui m'embêtent vraiment, c'est pourquoi on ne fait pas des lois pour des gens qui ne savent pas conduire. On peut quand même. C'est pas parce qu'on ne sait pas conduire qu'on ne sait pas faire des choses. C'est pas parce qu'on ne sait pas conduire qu'on ne sait pas bêcher un jardin. C'est pas parce qu'on ne sait pas conduire qu'on ne sait pas passer le monoculteur. C'est pas parce qu'on ne sait pas conduire qu'on ne sait pas planter des radis. Il y a d'autres compétences. Ou des tomates, ou ce qu'on veut, des haricots verts. Suite à des problèmes de santé, et j'ai resté des années sans travailler. Donc j'ai eu des problèmes avec la communication et des problèmes d'alcool. Je suis à un traitement par injection. Qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse de réfléchir sur la tutelle, d'aller interroger des gens sur la tutelle? Parce que ça fait 20 ans que je suis sous tutelle et je voudrais en sortir. C'est vrai qu'une recherche-action, c'est une recherche qui doit être portée par des acteurs qui sont concernés par la thématique de la recherche. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent porter une recherche pour eux-mêmes et par eux-mêmes, individuellement mais collectivement, et que les résultats de la recherche puissent servir à la fois à les aider à évoluer dans leur propre parcours personnel, mais que ça serve de clé à des personnes dans des situations similaires, des pairs, pour que d'autres puissent avancer dans leur propre parcours aussi. Il y a 2 dames qui s'occupent de mes dossiers. Et... faut donner des noms ou pas? Non, je sais pas. Et voilà. Avant ça se passait bien, mais ça fait déjà 1 an que je suis avec eux. J'en ai pris pour 10 ans parce que j'ai signé un papier comme quoi je voulais me mettre sur curatelle renforcée pendant 10 ans. Parce que j'ai beaucoup de recherches à faire pour moi-même et pour mon entourage. En parler, sans galvauder rien du tout, en toute liberté. Voilà quoi. Le fait de subir des traitements médicamenteux puissants, où on perd sa capacité d'agir, où on n'a pas toujours d'informations sur le traitement, etc., où on n'a pas toujours consenti à prendre le traitement, ça c'est contraire aussi aux lois de 2002, le droit du patient, là on est sur le droit du patient. Et CDPH, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc c'est contraire aussi à la CDPH, ONU, c'est la Convention des droits des personnes handicapées. Certaines équipes sont à l'écoute, mais c'est pas partout le cas. On vient toujours au même thème que je disais tout à l'heure. On est discriminé, on ne nous écoute pas. Disqualifié systématiquement. C'est eux qui prennent les décisions pour nous. Voilà. Une forme de mise sous traitement sous contrainte, quoi. Ça va? Même si on a les idées là, on les remettra bien après. On a cette thématique globale. Ça peut être valable en certains temps, c'est vrai, mais que l'on prenne en compte l'évolution de la personne, quoi. Mais ils n'en tiennent pas compte du tout. C'est pas vrai? Par exemple, si je bois plus d'alcool, c'est pour ça. Cricri, elle va mieux. Toi, tu vas mieux aussi. Ça fait rien, t'as le droit quand même à ta piqûre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à travers cette recherche, beaucoup de gens reprennent confiance en eux et aujourd'hui deviennent des militants porteurs de la parole des autres. Le mégaphone, le porte-voix des oubliés. Et aujourd'hui,
on peut se dire que cette recherche montre la capacité à chacun et chacune de pouvoir être et de savoir faire. Malade, mais capable. Je sais pas. Mais moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je me bats pour avoir un travail. Et à chaque fois, on me dit nanana, vous allez aller dans des CAT et tout ça. Et la dernière fois, je suis allée avec ma mère voir une psychologue pour réévaluer mon évaluation pour la MDPH. Et tout ce qu'on a trouvé à me dire, c'est appeler telle personne qui va vous aider pour vous trouver une place en CAT. Quand j'ai téléphoné au CAT qu'on m'avait conseillé, on m'a dit non, vous pouvez pas entrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté? Pourquoi on t'a dit dans que tu le pouvais monde pas où on rentrer? vit? Pourquoi on t'a dit pourquoi tu pouvais pas rentrer? Parce que j'avais pas le handicap qu'il fallait. Elle avait un trop bon niveau. Ouais. Si on doit nécessairement aller travailler en ESAT ou en CAT, et puis que les ESAT nous refusent, parce que, enfin, on voit bien que ça va pas, ça tourne pas rond, qu'il y a un problème là. Hein, c'est plus un carcan qu'autre chose. On m'a dit, vous ne pouvez pas entrer dans ce CAT-là parce que vous n'avez pas le handicap qu'il faut. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Alors si ma place, elle n'est pas dans le milieu normal, si ma place, elle n'est pas au CAT, je vais aller travailler où? Je vais faire comment pour vivre ma vie? Je veux dire, c'est pas normal qu'on sente que les personnes qui sont en AH soient dans ce carcan-là. Alors qu'est-ce qu'on peut éventuellement dans un questionnaire apporter comme question insidieuse qui fasse passer, voilà, nous, ce qu'on peut éventuellement vous proposer sous forme d'une question. Déjà, l'AH, moi je dis allocation d'adultes handicapés. Donc tu vas dire ça à quelqu'un, déjà tu es... Ah bah ouais. T'es handicapé, donc t'es capable de rien. Donc on change. Moi ça m'arrive de changer, je dis je suis en invalidité parce que en invalidité ça passe mieux. Que si tu dis allocation d'adulte handicapé, voilà. Non mais c'est vrai. Mais le problème c'est que si tu veux c'est le problème des cases. Il faut que tu rentres dans une case. Donc apparemment, Jeanne, la case circuit normal, elle rentre pas dedans. Et la case CAT, elle rentre pas dedans. Donc elle est à part, elle est atypique, donc elle a pas de place. Parce qu'elle n'a pas de place. Ça aussi, ça m'énerve. Ça aussi, ça m'énerve, la dame. Parce que la dame, moi, j'y suis allée. Moi, j'ai fait des... Alors, eh ben non, on m'a dit, vous n'avez pas la place là. Vous devez aller en CAT ou en ESAT, mais même en CAT ou en ESAT, on ne veut pas de moi. On veut de ma place nulle part, j'en ai ras-le-bol. Gueule plus fort, t'as raison. Non, t'as pas à dire pardon, t'as raison. Si, c'est n'importe quoi. Il faut lever le poing. Je vais mettre ma main. Lève le poing, t'es bonne colère. Oui, c'est ça. Elle est juste, ta colère. Non mais ça c'est des situations qu'il faut leur soumettre à nos interlocuteurs. Je me présente, je suis Bernard de l'association Ocassie Basse-Normandie. Je participe justement à la recherche d'Isabelle, d'Alexandre, de l'association Ocassie France. Voilà. Donc on fait la recherche justement tous les 15 jours. J'en fais partie bien entendu. Voilà que je peux dire. Et donc on essaye d'interpeller naturellement les députés, maires et la MPH bien entendu pour qu'on ait reconnu dans la société. Marche normalement. Normalement. Non mais je suis là, tu m'entends? Oui, tu dois aller vers ma voix, mais tu dois pas ouvrir les yeux. Tranquillement. Vas-y. Je suis vraiment loin de toi là. Là je suis à 5 mètres au moins de toi. Mais là tu marches trop doucement. Ah bah oui mais je peux rien moi. Non, c'est des exercices dangereux. Non, ça va. C'est bien. C'est pas très dangereux. Non. C'est formidable car il vous fait croire que c'est de ma faute, alors que j'ai reçu une carte de la prévention routière pour me dire que j'étais un conducteur. Oui, un conducteur, oui. Oh, oui. Un conducteur, non.
pas hélicoptère, non. Non. C'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça, attendez, j'ai dit que j'étais un conducteur Élite. élite, oh ben dites donc vous alors. On poursuit Patrick. On dirait Louis de Funès et Bourvil qui répètent un texte. Ah bon? Attends, parce qu'il y a un truc très marrant, c'est comme tu lis en déchiffrant, et que du coup tu joues avec ça. Bah oui. Et c'est vachement bien. Ah bon, ça va. Oui, mais je joue avec ça, oui. Ah, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors mais c'est exactement les deux films. C'est ça qui est bien. Ah non, mais il faut... On va regarder celle-là. Nous savons que la loi 2005 donne droit à des prestations qui prend en compte la subjectivité des personnes dans leur projet de vie. Est-ce que ce volet-là est respecté? C'est pas toujours facile à mettre en œuvre, hein, parce que quelquefois, les personnes peuvent avoir des projets qui nous paraissent un peu difficilement réalisables. Et la difficulté pour nous, du coup, c'est de prendre au sérieux ces projets. Quelles sont les qualifications et les qualités de compétences exigées pour être tuteur-curateur? En fait, les qualifications, il y a des formations maintenant qui se mettent en place, mais c'était pas toujours exigé. C'est important que les juges et tutelles ils mandatent des gens qui sont pour aider les gens et pas pour les enfoncer. Concernant la gestion du budget, alors? Non, mais moi j'ai une autre question qui est avant. Ah, bon, allez-y. Qui est importante et qu'on passe à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Ah oui, elle est masquée par Comment vous envisagez votre rôle, c'est-à-dire par rapport à l'accompagnement? Est-ce que vous accompagnez la personne ou est-ce que vous vous substituez à elle? Est-ce que vous faites à la place d'eux ou est-ce que vous prenez quand même la personne l'accompagner seulement, l'accompagner? Quel est votre rôle exact? Tous les cas de figure sont possibles, je dirais, hein, selon la capacité d'autonomie de la personne, sa capacité de décision. L'idée, c'était vraiment l'idée d'une collaboration, hein, et non pas d'une simple consultation ou d'une concertation. Hein. C'était que les personnes, elles soient impliquées et dans toutes les étapes de la recherche, qu'elles soient vraiment les actrices. Donc qu'elles réfléchissent collectivement sur les problématiques de discrimination, en l'occurrence auxquelles elles sont confrontées dans le domaine de la santé mentale, mais qu'elles participent aussi activement à l'élaboration des guides d'entretien. Pour pouvoir faire une recherche-action collaborative, il faut permettre à chacun de trouver sa place. Donc on a dans le groupe des personnes avec des potentialités, mais aussi des difficultés, par exemple d'expression différentes. Donc il fallait aussi trouver des moyens de permettre à ceux qui s'expriment mal verbalement, ou ceux qui ne savent pas forcément lire, ceux qui sont très timides et qui socialement n'osent pas parler, permettre de trouver avec différentes méthodes un peu interactives le moyen de permettre à chacun d'arriver à imprimer son opinion, sa parole, à oser s'exprimer, à prendre sa place. Question 1. Combien de temps a une personne pour répondre à une demande de mise sous curatelle ou tutelle? Mais dans cette recherche, on sent des personnes qui se réapproprient leurs propres paroles, et c'est vraiment le combat d'advocacy depuis des décennies, c'est l'empowerment. Alors, comment s'assurer que les missions de protection d'un majeur soient bien mises en œuvre lorsque la mesure est confiée à un proche? Je vous dis que je ne connais pas du tout. Pourtant, Non, mais c'est la tutelle, elle répond. ils posent tous les mêmes questions. Là. Oui, elle est obligée de dire oui, pardon. C'est un problème que je ne connais pas. Bon, nous, dans l'association, on est par définition, nous ne sommes que des tuteurs. Je ne sais pas si on dit associatif, mais on n'est que des tuteurs, on n'est pas des tuteurs familiaux. Ouais, d'accord.
Bon, ben c'est bien. Comment éviter les abus d'influence et conflits d'intérêts? Vous êtes encore sur les Bah, problèmes familiaux. Pourquoi moi je dois poser des questions alors? Je sais pas si je dois les poser ou Mais pas. c'est ce que je disais tout à l'heure, la tutelle, elle ne sait pas toujours. Là, c'est ça qui va se passer. Et la tutelle, elle va répondre par Bah, on me oui, dit de par non. poser des questions, je pose des questions. Eh oh, t'énerves pas. Hein, t'énerves Non, pas. mais à ce moment-là, il faut interpréter. Parce que... Elle est obligée de répondre. Moi je dis qu'est-ce qui est marqué. Oui, t'as raison, c'est ce qui est marqué, c'est vrai. Comment la personne est-elle informée des recours possibles en cas de non-respect de ses droits? Ce qui arrive des fois, ça... Ouais. Ah, ça, C'est-à-dire, il y a des gens qu'on ne leur donne pas la possibilité... La loi, madame, doit être connue de tous. C'est bien parlé, hein, parce que là... Nul n'est censé ignorer les lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, je voulais terminer. Bien ça, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai pris quand même pas mal de notes. Moi-même, j'ai un enfant qui est autiste. Donc, c'est pour ça que je suis dans l'action jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que ça me touche personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai passé par là. Ce que je veux dire, c'est bravo sur la recherche, qu'on continue comme ça. D'après tout, il faut qu'on nous regarde comme des êtres humains, en tant que parents entières, comme des personnes qui est acteur de sa vie, quoi. Qu'on a le droit aussi d'avoir une parole, on a le droit d'avoir de donner des opinions et qu'on ne doit pas nous contredire, et puis qu'on a le droit à la parole et que nos paroles doivent être crédibles. C'est parce qu'on est en souffrance psychique que nos paroles n'est pas crédible. Comment faudrait-il faire pour que ça change, pour que les prises en charge concernant justement, d'après la loi 2005, qui stipule que on doit faire des efforts pour ces personnes ayant des troubles psychiques pour qu'elles connaissent leurs droits, pour qu'elles soient identifiées afin de faire les démarches qu'il faut pour améliorer leurs conditions. Quelles sont les façons que vous avez envisagé de faire? C'est là le problème du handicap psychique, le problème qui ne se voit pas pour l'évaluer, c'est très compliqué. Après, si on se tient à notre grille, c'est vrai que voilà, ça... Alors les grilles, c'est schizophrène, voilà, maniaco-dépressif, bipolaire, dépressif, voilà. voilà. Et puis après les autres, bon, peut-être dyslexiques, ou voilà. Et puis les autres, ils rentrent pas dans la case, quoi. Ils n'ont pas de grille, donc ils n'existent pas. Non. Donc leur souffrance n'existe pas. L'idée de liberté évoque aussi son contraire, ce qui empêche d'être libre, et la violence de cet empêchement. La maladie et ses traitements, les conventions, la discrimination, les décisions administratives, le carcan social, etc. Liberté, je suis avec toi. Liberté, tu m'emmèneras. Et du coca aussi, Marie? Il a trop peur, il se dit, pourquoi je dis quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il va faire faire? Mon message, c'est un message, malgré tout ça, d'espoir pour vous tous, de se dire que Advocacy, aujourd'hui, est dans une démarche collective, à travers plein de choses qui vont se passer les mois qui viennent, qui se passent déjà, c'est la recherche, c'est la semaine de santé mentale qui va venir, qui va nous prendre pendant un mois
une semaine. Donc je vous demande d'être l'écho de tout ça. Voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne galette et prenez un bon verre. Il avait chancé. Des lois récentes ont pour but de donner davantage de droits aux usagers de la santé mentale ou aux personnes confrontées à des troubles ou à un handicap psychique. Oui. Connaissez-vous la loi du 4 mars 2002 ? C'est sur les droits individuels et collectifs du malade et la qualité Ouais. du système de santé, où le malade a partie prenante. Je ne la connais pas évidemment dans son détail, hein, Oui. c'est évident. Hein. Il ne faut pas les connaître tous. Non. Il y a la loi de 2007 portant réforme sur la protection juridique des majeurs. Très franchement, j'ai pas lu ces lois-là. Hein. Vous imaginez bien, si vous saviez le nombre de lois qui passent au Parlement, On imagine bien. Que pensez-vous de ces lois ? Ce que j'en pense d'une manière générale, je pense qu'il y a eu ces dernières années une évolution réelle dans l'approche médicale et sociale des problèmes liés à la santé mentale. Je pense que pendant trop longtemps, on a mis à l'écart de la société les gens qui, entre guillemets, avaient des troubles ou des problèmes de santé mentale. On ne tenait pas du tout compte de leur avis, les parents ou la famille étaient très peu concernés. C'était pratiquement que du ressort des médecins et de l'autorité, des psychiatres. Et il y a eu, je crois, une grosse évolution depuis 2005 notamment. Autre exemple, les placements des enfants dont les parents sont confrontés à des troubles psychiques plutôt que l'aide des parents. Concernant l'article 23, c'est-à-dire les parents, on leur enlève leur enfant à la naissance parce qu'on considère qu'ils ne sont pas capables d'élever leurs enfants. Alors ça, c'est un vaste problème. Au lieu de leur donner de l'aide qui serait... on donne de l'aide pour les personnes aveugles, sourdes. Vous avez raison. Vous avez raison sur le principe. J'avoue que là, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que quand une personne est aveugle, on sait, elle est aveugle, on sait ce qu'on peut faire pour l'aider. Une personne en souffrance psychique, c'est pas un élu qui va pouvoir définir si elle a la capacité à élever un enfant. Qui peut prendre cette décision-là ? Est-ce que ça doit être l'administration, les services sociaux ? Est-ce que ce sont les médecins ? C'est vraiment une grande question à débattre. Et puis j'imagine que les personnes en souffrance psychique, ça doit être très varié. Hein. Pour conclure, Pas déjà. Il y a un souci. La 5. Ouais, je panique un peu. Oui, c'est pas grave. Pas t'inquiète. On est où ? Dans la 6. La 6. qu'est-il mis en œuvre pour qu'une personne comprenne la mesure de protection qu'elle doit vivre et les actions ou les mesures mises en œuvre la concernant? On remet des documents pour informer la personne. Donc ça s'appelle une notice d'information, on a un règlement aussi, fonctionnement. Le document individuel de la protection des majeurs qui clarifie bien en fonction de la mesure quelles sont les missions du curateur, quelles sont les choses que la personne sous tutelle ou curatelle peut faire seule. Je vois le docteur Bacoche et il menace de téléphoner au préfet si je prends plus des infiltrations, des injections. Ils sont en retard. Bon, donc, alors, je voulais prendre un avocat, mais donc c'est pas en route. Il menace de prévenir le préfet. Oui, parce que peut-être qu'il estime qu'il y a un danger et du coup, c'est lui, c'est pas le curateur ni le tuteur qui... Là, on ne peut pas interférer dans une décision médicale. Nous, on n'est pas médecin. Voilà. Vous voyez ? On dit toujours, on n'est pas médecin. C'est pas nous qui allons dire si vous avez besoin d'une injection retard ou pas.
C'est le psychiatre, ça. Par contre, on pourra travailler avec vous et lui en disant, bon, écoutez, si le médecin psy estime que vous en avez besoin, c'est peut-être mieux pour votre bien-être, mais c'est pas nous qui allons décider si vous avez besoin d'une injection ou pas. On essaie par contre de toujours dire à la personne, il faut accepter le soin quand même, parce qu'en général, si le médecin le propose, c'est que c'est nécessaire pour votre santé et votre bien-être aussi. Parce que peut-être que si vous ne preniez plus votre traitement, vous ne seriez plus chez vous. Peut-être que vous retourneriez à l'hôpital. Voilà. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez non plus. Ah non, non, non. Voilà. Ah non, non, non. Voilà. Non, mais là, ça fait 15 ans que j'y vais pas, donc c'est pas... Voilà, donc c'est qu'il y a, si C'est vous parce y allez que vous plus, prenez c'est votre voilà, traitement. certainement qu'il y a un traitement qui est derrière. Et qui est adapté. Voilà. Bonjour madame. C'est la première fois. C'est ça, bonjour. On voudrait vous parler des comptes aussi. Donc les gens se plaignent qu'ils ne reçoivent pas leurs comptes. Pas bien. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai La DSA, moi j'avais. Alors, J'ai reçu une fois. Tous les mois, après c'était tous les Une fois, puis là je ne le reçois plus. Alors, deux choses. Soit vous êtes demandeur, mais normalement, le mandataire judiciaire n'a rien à vous cacher. On voudrait bien. Il gère votre argent, mais c'est pas l'argent du mandataire, c'est pas l'argent du DAF, c'est votre argent. Donc on doit être le plus transparent Puis je ne sais possible pas combien avec ces je choses-là. fais non plus. C'est important aussi de faire le budget avec vous. Ah, Lorsqu'on fait les visites à domicile, systématiquement mes équipes, lorsqu'ils vont sur le terrain, lorsqu'ils vont à domicile, prennent le budget, réactualisent le budget, parce que les ressources, les dépenses peuvent avoir évolué. Et suivant les besoins que vous mettez en place, si on met en place une aide à domicile, par exemple, il y a un coût supplémentaire, budgétairement, ça va l'impacter. Je ne sais pas combien j'ai à payer d'électricité, téléphone, Eh ben, c'est je pas ne sais pas normal. tout ça. Donc, vous voyez, par rapport pour revenir au budget, c'est important que vous soyez associés aussi pour savoir ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. Ça vous permet de savoir. Combien que je gagne, je sais, mais je ne sais pas combien que je dépense. Et bien, ça aussi, vous devez le savoir. Par mois, Combien vous payez de mutuelle, combien oui, vous payez ben, je l'assurance, sais pas, est-ce que non. vous payez les impôts Non, et je voilà. sais rien du tout, moi. Donc, la logique, qu'on soit bien clair, la mesure de protection, on est là aussi pour gérer lorsqu'il y a des besoins, lorsqu'il y a des difficultés, mais on est là aussi pour ramener de l'autonomie. La mesure de protection, c'est pas vous enfermer dans une mesure de protection à vie, on est là aussi pour vous donner justement, vous accompagner, vous associer, essayer de stimuler un petit peu vos capacités justement pour revenir à terme à cette autonomie. L'inclusion sociale, l'accès à la citoyenneté et à l'autonomie des usagers en santé mentale ou des personnes dites handicapées psychiques sont donc devenues de nouvelles exigences. Est-ce un thème fréquemment abordé dans la ville? Alors, je peux parler de la politique municipale en matière de santé au sens très large. La ville de Caen, depuis 2012, donc, a mis en place une politique municipale en matière de santé publique à partir d'un diagnostic local donc, qui a montré que le bien-être psychique était une des priorités pour les habitants et pour les professionnels de santé sur le territoire. Donc, à partir de ce constat, la ville soutient plusieurs acteurs locaux de santé, qu'ils soient professionnels ou associatifs, et à ce titre, Advocacy notamment est soutenu financièrement même pour mener des actions en direction de ce public. Quand on demande un logement social, on n'est pas prioritaire. On est au même titre que toutes les personnes. Ce qui est, à mon sens, pas normal. Parce qu'il y a un critère de priorité au titre du handicap. Donc, enfin, moi, je l'ai conseillé à plusieurs reprises à des personnes qui avaient une reconnaissance MDPH. Alors, après, c'est un choix aussi je dirais, de le mettre en avant ou pas. Mais d'assumer en fait le fait d'avoir une reconnaissance du handicap pour avoir un accès prioritaire. Souvent pour les bailleurs et les locataires, c'est un frein plutôt que...
Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'osent pas le dire. Moi je sais que si je voudrais avoir mon appartement, je ne sais pas si je le dirai ou pas, mais de toute façon on devra, parce que quand on nous demandera de payer, on sera obligé de donner des justificatifs. Donc, Je pense que dans les nouvelles constructions de logements, on devrait penser, parce qu'on pense toujours à l'accessibilité le handicap physique, mais le handicap psychique, on ne prévoit pas que de laisser quelques appartements pour les personnes en souffrance psychique qui ont le même droit que les personnes normales. Et je pense que c'est tout un travail, je pense, qu'il faut avoir pour essayer d'intégrer les personnes avec handicap psychique dans le milieu ordinaire. Souvent, on a tendance, comme Jeanne nous disait, on a tendance à mettre les gens dans l'atelier, dans les ESAT. Et lorsque des gens peuvent travailler 10-20 heures, ça suffit en milieu ordinaire, quoi. Mais c'est très compliqué. C'est dommage qu'il n'y ait pas, plus d'aménagement pour les personnes handicapées psychiques dans les entreprises normales, même avec d'autres handicaps. Parce que moi, je suis dyspraxique. Donc, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué et moi, on veut me mettre j'en ai marre. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été mise dans une case. Et moi, je ne supporte plus ça. J'ai 30 ans. Je voudrais bien réussir à gagner ma vie correctement, pouvoir avoir mon logement, pouvoir me débrouiller toute seule. Une dynamique sur un temps aussi long, avec des résultats de recherche, parce que c'est ça aussi, donc tu l'as dit, c'est important. Il y a des résultats de recherche, c'est pas juste une animation recherche, ça n'a pas été une manière de reprendre confiance en soi simplement et d'établir un nouveau type de rapport avec les institutions. Non, ça a été producteur de connaissances, et des connaissances mutuelles. Moi, c'est vrai que sur les 2 entretiens que j'ai faits, ça s'est très bien passé, quoi. Faut dire ce qu'il est, on a été bien reçus, quoi. C'est important et je trouve qu'en tant qu'usager, qu'on a pu vraiment faire qu'on a pu aller interroger ces personnes-là, ça apporte plus que si c'est des personnes qui parlent à notre place, quoi. Mais après, quand on m'a posé, on m'a demandé si je voulais faire plusieurs entretiens. J'en fais 5 d'affilée, tu vois, donc je me dis, waouh, c'est quoi ça? C'est pas possible, je me reconnais pas là, je te jure. Ce qui m'a marqué dans cette recherche, c'est d'abord l'aventure humaine. Hein. C'est une aventure humaine extraordinaire, quoi, avec les personnes, ce qu'on a vécu tous ensemble. On formait ce qu'on a appelé un chercheur collectif. Hein. Et donc, voilà, c'est cette richesse, ce partage de savoir, de connaissances et de liens et d'affection qui nous unit, hein, les uns les autres aussi, qui est très fort, je trouve. Donc les effets à l'intérieur du groupe, on les voit. Mais c'est certainement une recherche-action pleinement réussie lorsque, en dehors de la recherche, les changements perdurent, se développent et créent des petits bébés d'empowerment un petit peu partout. C'était formidable. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ça m'a beaucoup apporté. Vous m'avez aidé à changer ma vie. C'est pas n'importe quoi cette recherche. Et c'est vrai qu'on était bien aiguillés à les entretiens, parce que moi je faisais à cœur les tutelles, très important, parce que moi je suis à une tutelle beaucoup d'années. Et moi je voudrais parler, si on a le temps, d'un entretien qui c'est un docteur, qui cet entretien a été fait avec Cyril et moi à Granville. Et cet entretien de l'UNAFAB a duré 3 heures de temps et c'était pas prévu. C'est vrai qu'il a vraiment été intéressé justement à notre projet. La devise d'Advocacy est de dire que quand des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, alors de grandes choses pourront arriver. Et c'est exactement le challenge de cette recherche. C'est fait qu'on attend, donc
des résultats et des prolongements. Pour la suite, les financeurs, je pense, s'ils ont bien lu le rapport, il y a plein d'éléments qui peuvent les aider à modifier leur vision, leur politique. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais envie de dire aux politiques? Bah oui, de prendre plus le temps de nous connaître, de faire plus de choses pour nous, d'arrêter de nous donner que 800 € par mois, d'arrêter de nous stigmatiser, d'arrêter de nous donner des logements indécents, de nous donner une paye avec laquelle il faut tout payer, de nous prendre nos enfants. C'est pas parce qu'on a des problèmes psychiques qu'on n'est pas capable. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la stigmatisation, être mis de côté, être traité comme ci, comme ça. Mais non, apprenez-nous à nous connaître avant. On n'est pas que des malades. On a notre place dans la société d'aujourd'hui. Hein. On a vraiment notre place. On est capable justement de faire des choses comme d'autres personnes. La recherche d'action a prouvé ça. J'espère que au moins ça va continuer, que les usagers puissent être représentés dans des instances où on peut intervenir sur des projets de loi, où on peut donner notre avis, parce que c'est nous qui vivons avec notre problème de santé, notre problème de maladie, et on est concerné par ça. Donc c'est très important que nous on puisse dire ce qu'on vit, quoi. Rien sans nous, mais tout avec nous. Et c'est une devise d'association. Et c'est aussi, écoutez-nous, nous aussi. Nous, on connaît nos besoins. N'hésitez pas à nous demander, on a des idées et on peut peut-être s'écouter, peut-être se rencontrer pour échanger. Alors, au niveau des institutions, peut-être que c'est pas pour demain, mais peut-être pour après-demain, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui évident que les choses doivent être faites avec les personnes qui sont concernées. On est fiers, de ce qu'on fait. On a retrouvé la confiance. Ouais, on a retrouvé la confiance en nous, voilà, envers les gens. On peut peut-être qu'il y a du haut débat entre nous, mais ce qui est normal. Voilà. Ça permet d'avoir de l'expérience. Et ça se permet de développer et de rompre l'isolement, surtout des personnes qui sont fragiles et malades. Voilà. On est fiers de ce qu'on a fait. On a bien avancé dans le travail. Et on est comme on est. Ouais, c'est-à-dire elle parle de son handicap. Voilà, on est comme on est. Handicapé ou pas handicapé, on s'en fout. Prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les tubulaires, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout rendre, n'oubliez pas le chiffre planqué sous l'étagère.